Ma femme m'a envoyé un SMS, ne rentre pas ce soir. Alors que je revenais de Lyon en voiture, j'ai bifurqué vers la maison de mon frère à la place. Ce qu'il m'a montré sur son ordinateur portable m'a poussé à projeter un verre en cristal contre le mur avec une telle force qu'il a laissé une marque dans le plâtre. Mes 26 ans de mariage n'étaient pas ce que je croyais. Ma famille non plus. Pas plus que l'homme que j'avais pris sous mon aile comme un fils 18 ans auparavant. Je m'appelle Marc Lefebvre. J'ai 53 ans et j'ai passé les 28 dernières années à bâtir deux choses, un empire de la promotion immobilière commerciale pesant plus de 200 millions d'euros et ce que je pensais être un mariage inébranlable. Il s'avère que je n'étais doué que pour l'une de ces deux choses. L'autre était bâtie sur du sable, et j'étais trop occupé à couler des fondations en béton dans toute la France pour remarquer l'érosion qui rongeait mon propre foyer. Le message est arrivé pendant que je roulais sur la 7, quelque part près de Vienne, là où le paysage industriel laisse place aux premières lueurs du Sud. 3 jours d'inspection de chantier et de réunion d'investisseurs. Le genre de labeur qui a transformé le groupe Lefebvre Développement en ce qu'il est aujourd'hui. Le genre de déplacement qui me gardait sur la route 2 semaines par mois. Mon téléphone s'est allumé sur son support. Isabelle, ne rentre pas ce soir. J'ai fixé ces 5 mots tandis qu'un semi-remorque doublait mon Audi Q8, son sillage faisant tanguer mon véhicule. 26 ans de mariage, 2 enfants élevés, un hôtel particulier à Saint-Cloud dont j'avais remboursé le prêt avec 5 ans d'avance, et elle ne m'avait jamais rien envoyé de tel. Mes doigts ont trouvé le téléphone au feu rouge suivant. Pourquoi pas, ai-je tapé en retour, regardant les 3 points apparaître et disparaître 2 fois avant que sa réponse n'arrive. Le message a mis 2 pleines minutes. Chaque seconde s'étirait comme un élastique prêt à rompre. Mon esprit passait en revue les possibilités, une urgence, l'un des enfants, sa mère. C'est une surprise que je prépare pour notre anniversaire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Va dormir chez Luc. Je t'expliquerai demain. Je t'aime. Notre anniversaire, qui n'était que dans 3 semaines. Lui faire confiance, n'est-ce pas? Je lui confiais tout, mon cœur, ma maison, mes enfants, Thomas et Chloé, chaque secret d'affaires qui passait sur mon bureau. Que était-ce qu'une nuit de plus? Mais quelque chose me semblait profondément anormal. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Ce même instinct qui m'avait sauvé de mauvais contrats et de partenaires véreux au fil des ans. Isabelle n'était pas du genre « surprise ». Pour notre dernier anniversaire, j'avais organisé un week-end en Provence, dépensant 4 000 € dans une suite au domaine de Beaumanière. Elle s'était plainte du prix pendant tout le trajet, disant que nous aurions dû simplement aller à Deauville. J'ai pris la sortie suivante et j'ai appelé mon frère, court-circuitant la comédie des SMS. Luc, c'est moi. Je peux squatter chez toi ce soir? Luc Lefebvre, de 6 ans mon cadet est assez vif pour fendre le verre. Il n'a même pas pris le temps de demander pourquoi. Mon petit frère travaillait comme vice-président des acquisitions. C'est lui qui dénichait les terrains qui nous enrichissaient. Il savait lire une situation. Sa voix s'est crispée. Marc, à quelle vitesse peux-tu arriver ici? 1 heure, peut-être moins. Le trafic est fluide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Conduis, c'est tout. Ne rappelle pas Isabelle. Ne lui envoie pas de message. Ne lui dis pas que tu viens ici. Arrive, c'est tout. La ligne a coupé avant que je puisse l'interroger. J'ai poussé l'Audi à 130, me faufilant dans la circulation du soir comme un homme fuyant un incendie qu'il ne voyait pas encore mais dont il sentait déjà l'odeur. Le ton de Luc avait activé toutes les alarmes dans ma tête. Il savait quelque chose d'assez grave pour ne pas pouvoir le dire au téléphone. Quelque chose qui faisait que l'excuse d'anniversaire de ma femme sentait le poisson avarié. 42 minutes plus tard, je me garais dans son allée à Neuilly. La maison bourgeoise était sombre, à l'exception d'une seule lumière brûlant à la fenêtre de son bureau, un carré jaune dans le crépuscule naissant. Luc a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, son visage aussi sombre qu'un croque-mort à des funérailles qui le redoutaient. Entre, a dit doucement Luc en s'effaçant. Tu vas vouloir t'asseoir pour ça, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est Isabelle? Les enfants? Il m'a guidé à travers la maison sans répondre, passant devant les photos de famille sur les murs, son mariage, ses enfants, nos parents avant que mon père ne s'éteigne, puis jusqu'au bureau où son ordinateur portable était ouvert sur le bureau en acajou comme une accusation.
La pluie a commencé à tambouriner contre les vitres, la nature fournissant la bande-son du cauchemar qui allait se dévoiler. Il y a 2 semaines, a commencé Luc en approchant une chaise de la mienne, sa voix posée et prudente, j'étais chez toi pour te déposer les révisions de contrat pour le projet de la Défense. Tu étais à Bordeaux pour rencontrer la commission d'urbanisme. Isabelle a dit qu'elle s'assurerait que tu les reçoives. Il a marqué une pause, la mâchoire contractée. Elle n'était pas seule. Mon estomac a fait une chute libre. Montre-moi, ai-je dit. Luc a cliqué sur quelques touches et l'écran s'est rempli d'images que j'ai immédiatement reconnues comme étant celles de mon propre salon. L'horodatage indiquait 14h34, il y a 2 semaines, un jeudi. J'étais à Bordeaux ce jour-là, présentant à la mairie notre projet mixte sur les anciens quais. L'angle de la caméra montrait le canapé, la cheminée qu'Isabelle avait insisté pour rénover l'année dernière pour 40 000 €, le meuble de salon que j'avais monté de mes propres mains quand Thomas avait 5 ans. Notre foyer. Puis Isabelle est entrée dans le champ. Et elle n'était pas seule. Julien Morel la suivait, sa main posée au bas de son dos d'une manière qui m'a glacé le sang. Julien Morel, l'homme à qui j'avais donné sa chance 18 ans plus tôt, quand il n'était qu'un inconnu sortant d'école de commerce avec plus d'ambition que de jugeote. Je l'avais embauché chez Lefebvre Développement. Je lui avais tout appris sur l'immobilier commercial. Je l'avais guidé pour ses 3 premières transactions. 5 ans plus tard, il était parti fonder Morel Immobilier, emmenant avec lui 2 de mes collaborateurs juniors. Nous étions concurrents depuis lors, surenchérissant sur les mêmes terrains, cassant nos propositions respectives. Mais je ne l'avais jamais détesté. La compétition, c'était les affaires. Mais ça, c'était tout autre chose. Continue de regarder, a dit doucement Luc, sa voix serrée par une colère contenue. À l'écran, Isabelle a versé 2 verres de vin. Mon vin, provenant de la cave que j'avais constituée. Ils se sont assis l'un près de l'autre sur le canapé, plus près qu'une femme mariée ne devrait l'être avec un autre homme. Puis Morel s'est penché et l'a embrassé. Pas un baiser amical. Un baiser qui parlait d'habitude, de répétition, de confort. Isabelle lui a rendu son baiser. Je voulais détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. Mes mains agrippaient les accoudoirs du fauteuil en cuir de Luc si fort que mes articulations étaient blanches. 26 ans de mariage, et voilà où nous en étions. Ma femme dans ma maison avec un homme que j'avais mentoré comme un fils. Les images continuaient. Il parlait, les têtes rapprochées. Je n'entendais pas le son, mais je n'en avais pas besoin. Le langage corporel disait tout. Isabelle s'est levée, et est revenue avec un dossier. Elle l'a ouvert sur la table basse. Même avec l'angle de la caméra, je pouvais voir le logo Lefebvre Développement sur les documents. C'est le projet de la Tour de l'Essonne, ai-je dit, ma voix sortant rauque. Ce sont des projections financières confidentielles. Je sais, a répondu Luc. Regarde encore. Isabelle montrait des pages spécifiques. Morel a sorti son téléphone, a pris des photos des documents. Ma femme donnait des informations exclusives à mon rival en affaires. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était de l'espionnage industriel enveloppé dans une trahison. L'horodatage a défilé. D'autres images, d'autres jours. Isabelle et Morel se rencontrant quand j'étais hors de la ville, parfois chez moi, une fois dans ce qui semblait être sa voiture garée dans notre allée. L'audace de la chose me brûlait la poitrine comme de l'acide. Puis les images ont changé. Mon fils Thomas est apparu à l'écran, entrant dans le salon avec un ordinateur. Il s'est assis avec Morel et Isabelle et leur a montré quelque chose sur l'écran. Même sans le son, je pouvais lire sur les lèvres de mon fils, « Papa voit les investisseurs mardi prochain. » Non, ai-je chuchoté. Pas Thomas. Je suis désolé, Marc, a dit Luc, ça devient pire. Il a ouvert un autre fichier. Des échanges de mai. Du compte de Thomas vers une adresse que je ne reconnaissais pas. Des objets concernant les calendriers des projets, les listes d'investisseurs, les conditions de financement. Mon fils de 29 ans, que j'avais intégré dans l'entreprise familiale il y a 3 ans, que je préparais à prendre ma succession un jour, me vendait. Depuis combien de temps sais-tu, ai-je demandé, ma voix étant à peine audible. 2 semaines, depuis que je les ai vus ce jour-là. J'ai installé les caméras la fois suivante où tu étais en déplacement. Isabelle a une clé de chez moi, je n'aurais jamais pensé avoir besoin de lui cacher quoi que ce soit.
Luc a marqué une pause. J'ai rassemblé des preuves, essayant de comprendre jusqu'où ça allait avant de te le dire. Et jusqu'où ça va. Luc a affiché un tableau Excel. L'entreprise de Morel était à 6 semaines de la faillite il y a 4 mois. Maintenant, il a obtenu des financements pour 3 projets majeurs. Tous étaient des terrains sur lesquels tu avais fait une offre. Des terrains dont il n'aurait jamais dû connaître l'existence. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté écœurante. Chaque affaire que j'avais perdue ces derniers mois. Chaque fois que Morel m'avait mystérieusement devancé de peu. Chaque projet qui m'avait glissé entre les doigts alors que je me demandais ce que je faisais de mal. Je ne faisais rien de mal. J'étais saboté par ma propre famille. Et Chloé, ai-je demandé, craignant presque la réponse. L'expression de Luc s'est légèrement adoucie. Ta fille est clean, d'après ce que je vois. Elle est à Sciences Po, elle ne semble pas impliquée. Une petite grâce. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. La pluie rayait le verre. Mon reflet me fixait, un homme qui avait passé 3 décennies à bâtir un empire et une famille, pour découvrir que les deux avaient été minés de l'intérieur. J'ai besoin de copies de tout, ai-je dit, ma voix étant désormais assurée et froide. Le choc initial se cristallisait en quelque chose de plus dur. Chaque vidéo, chaque email, chaque preuve que tu as rassemblée. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Luc. Je me suis tourné vers mon frère, le seul membre de ma famille en qui je pouvais apparemment avoir confiance. Je vais leur apprendre ce que signifie trahir un Lefebvre. J'ai passé cette nuit-là chez Luc, épluchant chaque preuve jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. À 3 heures du matin, j'avais une image claire de la trahison, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Isabelle, Thomas et Morel coordonnaient leurs efforts depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Mais j'avais besoin de plus que de la vidéosurveillance et des emails. J'avais besoin de quelqu'un qui sache creuser plus profondément, quelqu'un qui puisse trouver des choses restées enfouies, quelqu'un qui comprenne ce que l'on ressent quand on est trahi par les personnes auxquelles on confie sa vie. Luc a passé l'appel au lever du soleil. Diane Ray, a-t-il dit en me tendant une carte de visite. Ancienne de la brigade financière. Elle dirige un cabinet d'investigation privé maintenant, spécialisé dans l'espionnage industriel et les affaires matrimoniales. Il a marqué une pause. Elle a aussi vécu quelque chose de similaire. Son mari était un avocat d'affaires qu'il a quitté pour une stagiaire de 20 ans, sa cadette, en vidant leur compte joint au passage. J'ai étudié la carte. Réinvestigation, une adresse dans le 8e arrondissement. Elle comprendra ce que tu traverses, a ajouté Luc. Et elle ne prend pas de gants. 3 heures plus tard, j'étais assis face à Diane Ray dans son bureau avec vue sur la Seine. Elle avait 58 ans, le regard perçant, des cheveux gris courts et l'assurance de quelqu'un qui avait passé des années à traiter professionnellement avec des menteurs. J'ai tout exposé, la liaison, l'espionnage, l'implication de Thomas. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un carnet. Monsieur Lefebvre, a-t-elle dit quand j'ai fini. Que attendez-vous exactement de moi? Tout, ai-je répondu. Je veux savoir jusqu'où ça va. Je veux savoir s'il y a des choses que mon frère n'a pas trouvées, et je veux des leviers. Des leviers pourquoi? Pour les détruire légalement, complètement, et si radicalement qu'ils ne s'en remettront jamais. Diane m'a observé un long moment, puis a hoché la tête. Je peux travailler là-dessus. Elle a tourné une page vierge. Première question, voulez-vous sauver votre mariage? Non. Bien. Cela rend les choses plus simples. Elle a noté quelque chose. Deuxième question, combien êtes-vous prêt à dépenser? Quoi qu'il en coûte. Parfait. Diane s'est adossée à sa chaise. J'aurai besoin d'un accès aux relevés financiers, aux comptes email, aux relevés téléphoniques si vous pouvez les obtenir légalement. Je vais vérifier les antécédents de Morel et de toute autre personne impliquée. Et je vais creuser dans les affaires de Morel. Si votre femme et votre fils lui fournissent des informations depuis 6 mois, il y a un schéma. Les schémas laissent des traces. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines pour un rapport préliminaire, 4 pour un dossier complet. Mais monsieur Lefebvre, elle m'a fixé d'un regard dur. Si je trouve des preuves d'activité criminelle et l'espionnage industriel est un crime, je suis obligé de les signaler. Êtes-vous prêt pour cela? J'ai pensé à Thomas, mon fils, le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, à taper dans un ballon,
à lire un contrat. L'homme qui m'avait poignardé dans le dos pour de l'argent est l'amant de sa mère. Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Diane a tendu la main. Alors nous avons un accord. 2 jours plus tard, j'étais de retour à la maison. Isabelle m'a accueilli à la porte avec un baiser qui avait un goût de poison. Je le lui ai rendu, jouant le mari dévoué. La surprise d'anniversaire qu'elle avait mentionnée dans son message s'est avérée être une nouvelle montre achetée avec ma carte de crédit. Je l'ai remerciée, lui disant qu'elle était parfaite. Thomas est passé dîner ce soir-là. Nous avons parlé d'un nouveau projet à Lyon, de plans d'expansion, les affaires habituelles. Il m'a interrogé sur mon voyage à Bordeaux, comment la présentation s'était passée. Je lui ai dit que tout allait bien, le regardant absorber l'information comme il le faisait toujours. Plus tard, j'ai vérifié la caméra cachée que Luc avait installée dans mon bureau. Sans surprise, Thomas avait photographié 3 documents pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer les verres. Mon propre fils, juste sous mes yeux. Je suis allé me coucher à côté d'Isabelle cette nuit-là, sa respiration était régulière à mes côtés. Elle n'avait aucune idée que je savais. Aucune idée que pendant qu'elle dormait, je montais un dossier qui allait anéantir son monde. 3 jours après, Diane a appelé pour une première mise à jour. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, a-t-elle dit. Morel n'a pas seulement utilisé vos informations pour remporter des appels d'offres. Il en a vendu une partie à un tiers, une société de promotion appelée l'Alliance Immobilière, basée au Luxembourg. Jamais entendu parler d'eux. La plupart des gens ne les connaissent pas. C'est une société écran avec une propriété opaque, mais j'ai tracé l'argent. Morel a reçu 180 000 € de l'Alliance au cours des 4 derniers mois. Des paiements structurés pour éviter les contrôles. On est dans le territoire du blanchiment d'argent, monsieur Lefebvre. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Des informations sur vos projets à venir, des évaluations de sites, des rapports environnementaux, des stratégies de zonage. Tout ce dont ils ont besoin soit pour vous concurrencer, soit pour vous faire chanter. Pouvez-vous le prouver? J'y travaille, mais il y a autre chose. Diane a marqué une pause. Votre femme a essayé de faire annuler votre contrat de mariage il y a 2 ans. Elle a engagé 3 cabinets d'avocats différents. Ils lui ont tous dit la même chose, il est blindé. Donc, tout cela était planifié. Pas un moment de faiblesse, pas une crise de la cinquantaine. Une stratégie calculée sur 2 ans pour me dépouiller. Continuez à creuser, ai-je dit. Je veux tout. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Chaque matin, j'embrassais Isabelle pour lui dire au revoir. Chaque soir, je dînais avec elle et discutais de notre journée comme si de rien n'était. Au bureau, je travaillais côte à côte avec Thomas, le formant, lui faisant confiance publiquement tout en documentant chaque mensonge en privé. Luc disait que c'était la chose la plus difficile qu'il m'ait jamais vu faire. Il avait raison. Mais j'avais appris il y a longtemps que la meilleure vengeance ne se mange pas chaude. Elle est froide, calculée et absolument dévastatrice. L'enquête de Diane s'est étendue comme des ondes sur l'eau. Elle a trouvé des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence, des cartes de crédit au nom d'Isabelle avec des soldes que je n'avais jamais vus, un box de stockage à Nanterre loué il y a 3 ans, contenu inconnu. Je dois voir l'intérieur de ce box, lui ai-je dit lors de notre réunion hebdomadaire. Légalement, quoi qu'il en coûte. Elle y est parvenue grâce à un contact dans l'entreprise de stockage. Les photos qu'elle a rapportées m'ont glacé le sang, des boîtes de documents provenant de mon bureau, des clés USB, des emails imprimés datant d'il y a 5 ans. Isabelle me volait depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Mais la véritable découverte est survenue après 2 semaines d'enquête. Votre fils a fait une erreur, a dit Diane en faisant glisser un dossier sur son bureau. Il a utilisé l'ordinateur familial pour envoyer un email à Morel. Il a enregistré le brouillon mais n'a pas supprimé la sauvegarde sur le cloud. J'ai ouvert le dossier. L'email datait de 3 mois, papa a rendez-vous avec la banque pour le financement de l'Essonne demain. Il pense qu'on a besoin de 40 millions. J'ai suggéré qu'il demande 50 millions pour couvrir les dépassements. Les 10 millions supplémentaires nous donneront de la marge une fois que tu auras sécurisé le terrain concurrent. Il s'est joué de moi, ai-je dit doucement. Il m'a fait demander plus d'argent que nécessaire, sachant que Morel utiliserait cela contre moi auprès d'autres prêteurs. Il y a mieux, a dit Diane. Ou pire,
selon votre point de vue. J'ai tracé les communications de Morel. Il coordonne tout avec votre femme via un téléphone prépayé. Mais il y a 3 mois, il a aussi contacté quelqu'un d'autre. Elle a affiché une capture d'écran, un email de Morel vers une adresse au Luxembourg. L'alliance immobilière, ai-je demandé. Pas seulement. Regardez la signature. J'ai lu le bas de l'email. Ma vision s'est brouillée. L'expéditeur était Henri de Saint-Simon. Le père d'Isabelle, l'ancien ministre. Votre beau-père est derrière l'alliance, a confirmé Diane. Il utilise Morel comme prête-nom pour détourner vos informations confidentielles vers sa propre société de développement. Isabelle et Thomas nourrissent Morel. Morel nourrit de Saint-Simon. C'est une trahison sur 3 générations. Je me suis assis, assimilant l'information. Henri de Saint-Simon, l'homme qui avait conduit Isabelle à l'hôtel, qui avait porté le toast à notre dîner de répétition sur la loyauté familiale, qui avait fait sauter Thomas sur ses genoux quand il était bébé. Combien a-t-il gagné avec ça, ai-je demandé. De manière prudente, 8 millions d'euros rien que l'année dernière. Des terrains qu'il a achetés à bas prix parce qu'il connaissait vos plans, puis qu'il a revendus à d'autres promoteurs. Des changements de zonage qu'il a anticipés parce que vous aviez déjà fait tout le travail préparatoire. L'ampleur de la chose était vertigineuse. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une entreprise criminelle organisée et ma famille la dirigeait. Je veux le rencontrer, ai-je dit. Diane a haussé un sourcil. De Saint-Simon? Ce n'est pas conseillé. Je m'en fiche. Organisez ça. Dites-lui que je veux discuter d'une opportunité d'affaires. Quelque chose d'assez gros pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Vous lui tendez un piège. Je lui donne assez de cordes pour qu'il se pende. Vous pouvez le faire? Elle m'a observé un long moment. Vous êtes sûr de vous? Une fois que vous l'affronterez, il saura que vous êtes sur leur piste. Je ne vais pas l'affronter. Je vais l'enregistrer. Je veux qu'il avoue tout sur bande. Ensuite, je vais l'utiliser pour les détruire tous en même temps. Diane a souri pour la première fois. Là, on parle. Je passe l'appel. 3 jours plus tard, j'étais assis dans le bureau d'Henri de Saint-Simon à Paris, une suite avec vue sur les jardins du ministère. L'ancien ministre avait fière allure à 75 ans, les cheveux argentés et l'air confiant. Marc, a-t-il dit chaleureusement en me serrant la main. Diane m'a dit que tu avais une proposition. En effet, ai-je répondu, l'enregistreur numérique dans ma poche de veste étant déjà en marche. Je regarde une opportunité de développement à Nice. 15 hectares, potentiel mixte, mais j'ai besoin d'un partenaire avec des relations politiques. Quelqu'un qui sache naviguer entre les conseils municipaux et les préfectures. Les yeux d'Henri se sont éclairés. De quel genre de rendement parlons-nous? J'ai passé les 30 minutes suivantes à exposer un projet complètement fictif, le regardant prendre des notes, poser des questions sur les calendriers et le financement. Puis j'ai porté le coup de grâce. Le truc, Henri, c'est que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui comprenne la valeur des informations d'initié. J'ai marqué une pause. Comme le genre de partenariat que tu as avec Julien Morel. Son stylo s'est arrêté de bouger. Je ne vois pas ce que tu veux dire, a-t-il dit prudemment. Bien sûr que si. L'alliance immobilière, la structure que tu utilises pour acheter des terrains que j'ai déjà étudiés. La société que Morel alimente en information. Je me suis penché en avant. La question est, veux-tu m'intégrer dans cet arrangement, ou dois-je trouver un autre partenaire? Le visage d'Henri s'est durci. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me mettre dehors. Puis il a souri, d'un sourire froid et calculateur. Depuis quand sais-tu? Assez longtemps. J'ai gardé ma voix stable, sachant que chaque mot était enregistré. Je ne suis pas là pour causer des problèmes, Henri. Je suis là pour avoir ma part. Henri de Saint-Simon s'est adossé à son fauteuil, faisant tourner son cognac. L'enregistreur captait tout. Soyons clairs, Marc. Ce que tu décris, cet arrangement, c'est simplement de la gestion intelligente. L'information est une monnaie. Ça l'a toujours été. Je comprends ça, ai-je répondu. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour faire du profit. Il a souri. Tu sais, quand Isabelle est venue me voir il y a 2 ans,
contrarié par ce contrat de mariage. Je lui ai dit que la meilleure vengeance était l'indépendance financière. Morel était mon idée. Le garçon avait besoin de capital, et j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur de tes opérations. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une expression neutre. Isabelle est venue te voir. Bien sûr, c'est ma fille. Henri a pris une gorgée de son verre. Elle se sentait piégée. Tu travaillais toujours, tu bâtissais toujours, ne lui accordant jamais l'attention qu'elle méritait. Morel lui a offert quelque chose que tu ne pouvais pas. De la passion. Moi, je lui ai offert quelque chose de mieux, une issue avec de l'argent. Et Thomas. Le garçon est ambitieux, il a vu une opportunité de bâtir son propre empire au lieu d'attendre le tien. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Henri s'est penché en avant. Voici ce que je te dis, Marc, si tu veux en être, tu dois apporter quelque chose de précieux. Des vrais projets sur lesquels on peut bouger immédiatement. J'ai sorti un dossier de ma mallette. À l'intérieur se trouvaient des documents pour un développement fictif à Cannes. Totalement faux, mais assez détaillé pour paraître légitime. Voici mon offrande de bonne volonté, ai-je dit. Le conseil municipal vote sur les changements de zonage le mois prochain. Si nous bougeons maintenant, nous pouvons acquérir le terrain avant que le vote ne soit public. Profit estimé, 15 millions. Les yeux d'Henri brillaient. Il n'avait aucune idée que chaque mot était enregistré. Aucune idée que le projet était une fiction. Je vais devoir vérifier tout ça, a-t-il dit. Mais si c'est bon, nous avons un accord. Bienvenue dans l'entreprise familiale, mon fils. L'ironie de l'entendre m'appeler « mon fils », tout en décrivant comment il avait orchestré ma trahison aurait été comique si ce n'était pas si tragique. Je suis sorti avec tout ce dont j'avais besoin. Henri de Saint-Simon confessant la conspiration, l'utilisation de Morel, la manipulation d'Isabelle et de Thomas. Tout était sur bande. Diane m'attendait dans sa voiture. Je lui ai tendu l'enregistreur. « Dis-moi que tu l'as », a-t-elle dit. Chaque mot. Il a pratiquement rédigé son propre acte d'accusation. Elle a souri. Alors on passe à la phase 2. Mais Marc, une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Votre femme, votre fils, votre beau-père. Ils tombent tous. Vous en êtes absolument certain. J'ai repensé à Isabelle embrassant Morel dans mon salon. Thomas photographiant mes documents. Henri admettant avoir tout orchestré pour le profit. 26 ans de mariage réduit à une escroquerie. Je suis certain, ai-je dit. Finissons en. Au cours de la semaine suivante, Diane a coordonné avec le parquet financier. Espionnage industriel, fraude, blanchiment d'argent. Les charges s'accumulaient. Mais les procureurs voulaient plus de preuves que ce soit une entreprise criminelle et non juste un divorce difficile. C'est là que Diane a trouvé les reçus du box de stockage. Ce que nous avons découvert à l'intérieur a tout changé. Le box à Nanterre était climatisé, payé avec une carte que je n'avais jamais vue. Ce que nous avons trouvé était un plan pour ma destruction, des boîtes de documents datant d'il y a 5 ans, des clés USB classées par projet, des emails imprimés entre Isabelle et Morel remontant à 3 ans, bien avant que je ne pense que l'affaire ait commencé. Mais le pire était un carnet à spirale écrit de la main d'Isabelle, une sorte de journal documentant sa liaison et son ressentiment croissant envers moi. Marc est rentré ce soir en parlant encore du projet de Lyon, disait une entrée. Il ne demande même pas comment s'est passée ma journée. Julien me fait me sentir vivante. Marc me traite comme un accessoire de sa réussite. Une autre entrée, 6 mois plus tard, Père a suggéré que nous pourrions utiliser les informations de Marc pour financer notre avenir. Julien a besoin de capital. J'ai besoin de liberté. Thomas doit apprendre que les affaires de famille, ce n'est pas de la charité, c'est la guerre. Ça pourrait marcher pour nous tous. Les entrées continuaient, de plus en plus accablantes. Des plans pour alimenter Morel. Des stratégies pour éviter d'être détecté. L'implication croissante de Thomas. Les conseils d'Henri sur la structure du vol. Père dit que le contrat de mariage est incassable, avait-elle écrit 1 an plus tôt. Alors on fait ça intelligemment. On se construit un nid douillet pendant que Marc se concentre sur son empire. Quand je partirai, j'aurai assez pour vivre la vie que je mérite. J'ai tout photographié. C'était du crime organisé.
Diane a appelé son contact au parquet. On a de quoi les inculper pour association de malfaiteurs, m'a-t-elle dit. Votre femme, Morel, Thomas et Henri de Saint-Simon ont géré ça comme un syndicat du crime. Combien de temps avant les arrestations? 2 semaines, peut-être moins. Ils veulent tout coordonner. Perquisition, gel des avoirs, la totale. J'ai hoché la tête. Dans 2 semaines, ma femme serait arrêtée. Mon fils serait menotté. Mon beau-père, l'ancien ministre, ferait le père Pouoc devant les caméras. Et moi, ai-je demandé. Je fais quoi d'ici là? Rien. Agissez normalement. Rentrez chez vous. Travaillez avec votre fils. Ne leur donnez aucun indice. L'accusation a besoin qu'il soit à l'aise, complaisant. Alors je suis rentré. J'ai embrassé Isabelle, j'ai dîné avec elle, j'ai écouté ses récits, ses plans pour notre anniversaire, la visite prochaine de Chloé. Tout en sachant que dans 2 semaines, les agents de la brigade financière seraient à sa porte. Le plus dur était de travailler avec Thomas. Il venait au bureau tous les jours, participer aux réunions. Mon fils, que j'avais élevé dans le respect de l'intégrité, m'avait vendu pour de l'argent et l'approbation de sa mère. 3 jours avant les arrestations, j'ai déjeuné avec Chloé. Ma fille était revenue de Sciences Po, pleine d'énergie et totalement innocente. Je lui ai dit qu'elle me manquait, et elle était venue sans poser de questions. « Papa, tu as l'air stressé », a-t-elle dit devant ses pâtes préférées. « Tout va bien ?» Je voulais lui dire. Je voulais la préparer. Mais les procureurs avaient été clairs, aucun avertissement. Juste le boulot, ma puce, ai-je menti. Rien dont tu doives t'inquiéter. Elle a étudié mon visage. À 18 ans, elle avait hérité de ma capacité à lire les gens. Tu me dirais si quelque chose n'allait pas vraiment, n'est-ce pas? Toujours, ai-je promis. Un autre mensonge. Mais celui-là était une pitié. La semaine avant les arrestations a rampé comme si elle durait des mois. Chaque conversation avec Isabelle était un champ de mine. Chaque réunion avec Thomas exigeait une discipline d'acteur que j'ignorais posséder. Mais Diane continuait de tirer les fils. 3 jours avant l'opération, elle m'a appelé. Morel est dans de plus sales draps qu'on ne le pensait. Vous vous souvenez des investisseurs mystérieux? Ceux aux antécédents douteux. Ils ne sont pas seulement mécontents de sa faillite imminente. Ils le menacent activement. Ces gens veulent récupérer leur argent, et peu importe comment. Donc Morel était coincé entre la police et des créanciers dangereux. Le parquet a décidé d'avancer la date. Après-demain, 6 heures du matin. Arrestation simultanée. 2 jours. J'avais 2 jours pour tenir. Cet après-midi-là, Thomas est venu dans mon bureau avec une proposition. Il voulait diriger un nouveau projet à 30 millions d'euros. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, le même regard qu'il avait gamin quand je lui apprenais à bricoler. Ça pourrait être énorme pour nous, papa, disait-il. Je regardais mon fils, 29 ans, intelligent, capable, et totalement corrompu. Il n'avait aucune idée que dans 48 heures, on lui lirait ses droits. C'est une proposition solide, ai-je dit. Laisse-moi revoir les chiffres et on en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, quand il serait en garde à vue. Ce soir-là, Isabelle a suggéré de dîner chez Giovanni, notre restaurant habituel pour les anniversaires. Elle a parlé de notre futur, de voyager plus, de renouveler nos vœux pour nos 30 ans de mariage l'année prochaine. Chaque mot était une performance. Chaque sourire était calculé. Et j'ai répondu par des mensonges, jouant le mari confiant. Le lendemain, Diane a confirmé. Tout est prêt. Demain matin, 6 heures. Perquisition chez vous, chez Morel, chez Henri et dans l'appartement de Thomas. Les avoirs sont gelés. Qu'est-ce que je fais? Soyez présents. La police veut que vous soyez là quand ils arrêteront Isabelle. Ce n'est pas obligatoire, mais ils pensent que ça enverra un message. J'ai réfléchi à cela. Voir ma femme de 26 ans être menottée dans notre chambre. Voir ses yeux quand elle comprendrait que je savais. Je serai là, ai-je dit. Cette dernière nuit, je n'ai pas dormi. À 5h30, je me suis habillé. Isabelle a bougé mais ne s'est pas réveillée. Je suis descendu, j'ai fait du café, et j'ai attendu. À 6 heures pile,
4 SUV noirs se sont garés devant la maison. La sonnerie a retenti 3 fois, brève et officielle. Isabelle est apparue en haut des escaliers en peignoir, confuse. Marc, qui est-ce à cette heure-là? J'ai ouvert la porte. 6 agents de la brigade financière étaient sur le perron, gilets pare-balles sous leur veste. Une femme d'une quarantaine d'années a montré sa plaque. Madame Isabelle Lefebvre? Isabelle a descendu les marches lentement, le visage pâle. Oui. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour espionnage industriel, escroquerie et complicité de vol de secrets commerciaux. L'agent est entré. Vous avez le droit de garder le silence. Isabelle a croisé mon regard. En cet instant, elle a compris. La confusion a laissé place au choc, puis à la reconnaissance, puis à la fureur pure. Tu savais, a-t-elle soufflé. Oui, ai-je dit simplement. Je savais. Depuis quand? Assez longtemps. Un agent s'est approché pour la menotter et elle a reculé. Marc, s'il te plaît. On peut parler. Quoi que tu penses qu'il soit arrivé. Je ne pense rien, Isabelle. Je sais. Je sais pour Morel, pour ton père, pour Thomas. Je sais pour le box à Nanterre et chaque document volé. Je sais pour l'alliance immobilière et les 8 millions que tu as aidé à voler à mon entreprise. Je me suis approché, ma voix baissant d'un ton. Je sais que tu as planifié ça pendant 2 ans, que tu as essayé de briser notre contrat de mariage, et quand tu n'as pas pu, tu as décidé de me dépouiller. Son visage s'est effondré, mais je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, juste un vide là où se trouvait l'amour autrefois. Ils l'ont emmené menotter, sous les yeux des voisins aux fenêtres. 26 ans de mariage se terminant par une lecture de chef d'inculpation. Luc est arrivé 30 minutes plus tard. Ils ont eu Morel il y a 1 heure. Thomas il y a 20 minutes. Henri de Saint-Simon est en train d'être arrêté dans son bureau. C'est fini, Marc. Ouais, ai-je dit, c'est fini. Mon téléphone a sonné. C'était Diane Ray. Elle m'a appris que Thomas avait même essayé de la recruter il y a 3 mois. Elle avait refusé, mais n'avait pas osé me le dire de peur que je ne la croie pas. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison. Chaque pièce était empoisonnée par la trahison. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé, « Papa, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a posté que maman a été arrêtée. Appelle-moi. » Je l'ai appelée immédiatement. Elle pleurait. Je lui ai tout dit. Elle a écouté en silence. Je rentre à la maison, a-t-elle fini par dire. Tu ne devrais pas être seul. L'information a fuité à midi. Les chaînes d'infos montraient Henri de Saint-Simon sortant de son bureau entre 2 policiers. Les titres parlaient de scandale d'État. Mon avocat m'a appelé à 16 heures. Les procureurs voulaient ajouter des charges de corruption. Tout le monde risquait entre 10 et 15 ans de prison. Même Thomas, ai-je demandé. S'il coopère, peut-être moins. Mais la prison est quasi certaine. 4 mois après les arrestations, j'étais au tribunal pour voir la chute officielle de ma famille. Isabelle portait une tenue de détenu. Thomas semblait minuscule à côté de son avocat. Morel évitait mon regard. Henri conservait sa dignité de ministre, même menotté. Le juge a rendu son verdict, coupable sur toute la ligne. Les sentences sont tombées 2 semaines plus tard. Isabelle a pris 10 ans. Thomas a pris 6 ans avec une remise pour sa coopération. Morel a pris 12 ans. Henri de Saint-Simon a pris 18 ans. À 75 ans, c'était une condamnation à mort. Chloé était assise à mes côtés. Elle avait quitté Sciences Po pour être avec moi. Tu as fait ce qu'il fallait, papa, m'a-t-elle dit. Mais l'avais-je fait? Cette question me hantait. Diane Ray est devenue directrice générale de Lefebvre Développement. Elle avait gagné ma loyauté. Nous avions perdu des clients dans le scandale, mais elle les regagnait un par un. La vie continuait. L'Empire avait survécu au séisme, mais pas moi. 3 semaines après le verdict, j'ai reçu une lettre de Thomas depuis sa prison. Il ne demandait pas pardon. Il disait juste qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait gâché, pas l'argent, mais son père. Celui qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Luc est passé un soir avec du whisky.
Tu vas bien, Marc? Définis-le bien. Tu as gagné. Tu as eu la justice. Mais tu es plus misérable qu'au début. J'ai bu une longue gorgée. Tu penses que j'aurais dû agir autrement? Non, tu as fait ce qu'il fallait. Mais ne laisse pas leur trahison te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Tu as toujours été un bâtisseur, pas un destructeur. Recommence à bâtir. 8 mois plus tard, j'ai rendu visite à Thomas. On s'est parlé pendant 1 heure, de choses insignifiantes. On n'a pas parlé d'Isabelle ou d'Henri. Juste un père et un fils essayant de trouver un chemin. En partant, Thomas a dit qu'il passerait ses prochaines années à essayer de redevenir quelqu'un dont je pourrais être fier. Je lui ai dit que c'était tout ce qu'il devait faire. En quittant la prison, j'ai réalisé que la trahison ferait toujours partie de mon histoire, comme une cicatrice. Mais elle ne devait pas en être la fin. Je pouvais choisir la suite, l'amertume ou la reconstruction. J'avais passé des mois à être le destructeur. Il était temps de redevenir le bâtisseur. La maison était encore vide, mais pour la première fois, elle ne ressemblait plus à une tombe, mais à une page blanche. Et pour l'instant, c'était suffisant.